Waouh, regardez-moi ça les gars. Neye repère une femme vêtue de gris dont les formes captent immédiatement son attention, mais l'approche initiale se heurte à un mur de mépris. Elle reste stiff, rigide, refuse de décliner son identité et répond avec une brièveté glaciale, signifiant clairement que Neye ne mérite pas son temps. Le rapport de force est alors totalement en faveur de l'inconnu qui traite le jeune homme comme un importun insignifiant jusqu'au point de rupture inévitable. Sa découverte de la McLaren. La psychologie de la jeune femme subit une métamorphose instantanée. Elle fait volte-face et revient vers le véhicule, mais au lieu de l'humilité, elle adopte une arrogance paradoxale en demandant si la voiture est bien la sienne. L'intention de Neye est de souligner l'absurdité de cette question alors qu'il est au volant, tout en pointant du doigt son audace. La jeune femme tente de manipuler l'échange en reprochant à Neye d'être impoli, tout en exigeant soudainement son numéro de téléphone avec une hostilité mal placée. La psychologie de l'inconnu révèle une personnalité dominatrice et transactionnelle qui estime que la présence de la voiture lui donne le droit d'être exigeante. Neye, lucide, la recadre en lui rappelant qu'elle prétendait être très bien toute seule quelques secondes plus tôt. La séquence se termine sur cette confrontation tendue où Neye interroge l'origine de cette nouvelle énergie agressive et intéressée, refusant de céder à une femme qui veut son numéro uniquement parce qu'il a changé de standing social entre le trottoir et l'habitacle. Neye achève son face-à-face avec Bama dans une atmosphère de tension électrique, instaurant un rapport de force où il refuse de se laisser intimider par l'agressivité soudaine de la jeune femme. La transcription narrative expose une Bama qui, frustrée d'être confrontée à sa propre hypocrisie, bascule dans une psychologie dominatrice et exigeante. Elle frappe sur la voiture et réclame le numéro de Neye avec une hostilité qui frise le harcèlement, tout en demandant un tour en voiture comme s'il s'agissait d'un dû. L'intention de Neye est de mettre en lumière l'audace de cette femme originaire de l'Alabama qui, après l'avoir ignorée, demande sans complexe « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi ?» Cette question agit comme le point de rupture final, révélant une mentalité purement transactionnelle où Neye n'est perçu que comme un fournisseur de services ou de luxe. Neye, avec son calme habituel, démonte cette logique en lui rappelant qu'il ne lui doit rien et qu'il refuse de fréquenter des personnes aussi agressives. La séquence se termine par un départ cinglant. Neye s'adresse à sa caméra pour dénoncer le comportement toxique de ces femmes qui s'emportent lorsqu'elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent, laissant Bama sur le trottoir avec sa colère et son opportunisme. Il conclut en invitant ses abonnés à constater la réalité de ces interactions où la voiture transforme instantanément le mépris en une convoitise agressive. Neye aborde Kayla pendant sa séance de jogging, instaurant un rapport de force où il se montre poli et admiratif, mais Kayla le traite avec une indifférence glaciale. Elle répond par monosyllabes, refuse de s'arrêter et finit par le ghoster en plein milieu de la conversation. La transcription narrative souligne une psychologie de rejet total jusqu'au moment où elle aperçoit la McLaren. Kayla effectue alors un sprint impressionnant pour rattraper Neye, le ton soudainement mielleux et charmeur. L'intention de Neye est de la confronter à ce revirement spectaculaire. Il souligne l'ironie du fait qu'elle connaisse désormais son nom et qu'elle demande immédiatement à monter aux frais pour faire connaissance. La psychologie de Kayla bascule dans une séduction opportuniste, prétextant avoir été distraite par sa course, mais Neye ne se laisse pas berner. Il lui rappelle qu'elle est toujours dans la chaleur du Texas et que la seule variable qui a changé, c'est la voiture. Le point de rupture est atteint quand il refuse de lui ouvrir la porte, affirmant qu'il ne laisse pas n'importe qui entrer et qu'il ne fait que refléter l'énergie méprisante qu'elle lui a donnée sur le trottoir. La séquence se termine sur le bégaiement de Kayla, incapable de justifier pourquoi son intérêt s'est activé uniquement à la vue du luxe, tandis que Neye savoure sa position de force en refusant de lui accorder la seconde chance qu'elle quémande désormais avec un sourire forcé. Neye finit par laisser Kayla monter dans sa McLaren, instaurant un rapport de force où il passe de la méfiance à une curiosité chirurgicale. La transcription narrative dépeint une Kayla qui tente de lisser son image en se présentant comme une entrepreneuse du web, modèle photo, originaire du Michigan, affirmant être célibataire, par choix, en attendant de trouver un protecteur. L'intention de Neye est de sonder la profondeur de son opportunisme. Il l'interroge sur ses attentes financières dès le début d'une relation. La psychologie de Kayla se révèle alors très vite. Pour elle, un homme doit pourvoir à ses besoins, provide, dès le premier rendez-vous, précisant qu'elle s'attend non seulement à ce qu'il paie le dîner, mais aussi à ce qu'il l'emmène faire du shopping et lui offre des cadeaux immédiatement. Le point de rupture est atteint lorsque Neye rejette catégoriquement cette vision transactionnelle de la séduction. Il affirme avec fermeté qu'il ne sort son portefeuille que pour une femme avec qui il a une relation établie, et non pour une inconnue croisée sur un trottoir. Neye refuse de l'acheter avec des biens matériels, ce à quoi Kayla répond avec une certaine audace que c'est une simple question des appréciations. La séquence se termine sur cette impasse idéologique. Neye maintient qu'il peut montrer son intérêt de multiples façons sans que cela n'implique de dépenser son argent pour une étrangère, tandis que Kayla semble réaliser que le prestige de la voiture ne signifie pas pour autant un accès illimité à la carte bancaire de son propriétaire. Neye maintient une fermeté absolue face aux tentatives de Kayla, instaurant un rapport de force où il refuse de passer pour un simp, homme crédule et soumis,
prêt à financer une séance de shopping pour une inconnue. La transcription narrative expose une Kayla qui, réalisant que l'argument financier ne fonctionne pas, bascule immédiatement dans une psychologie de séduction physique pour faire changer d'avis Neye. Elle prétexte avoir trop chaud pour s'effeuiller et s'installer confortablement, espérant que son corps sera une monnaie d'échange plus convaincante que ses paroles. L'intention de Neye est de la tester jusqu'au bout. Il observe avec un détachement teinté d'ironie comment elle explore les commandes de luxe de la McLaren, cherchant à incliner son siège pour créer une ambiance plus intime. La psychologie de Kayla se révèle être celle d'une manipulatrice qui utilise le fast release des sièges pour créer de l'espace, insinuant que si Neye veut voir ce qu'elle a à offrir, il doit d'abord lui faciliter la tâche. Le point de rupture est atteint dans ce jeu de séduction tactile où Kayla tente de troquer ses faveurs contre une future session au centre commercial, tandis que Neye, bien qu'il semble apprécier le spectacle, garde le contrôle total de la situation. La séquence se termine sur cette tension physique où Kayla cherche à prouver qu'elle vaut l'investissement, alors que Neye continue de la traiter comme un sujet d'étude sur l'opportunisme moderne. Neye met un terme définitif à sa rencontre avec Kayla, instaurant un rapport de force où il refuse de céder à ce qu'il qualifie de manipulation. La transcription narrative montre une Kayla qui, malgré ses tentatives de séduction physique pour paraître spéciale, revient sans cesse à sa psychologie transactionnelle. Pour elle, le rôle d'un homme est de pourvoir à ses besoins, peu importe la durée de la relation. L'intention de Neye est de briser cette attente en affirmant qu'il ne sera jamais un simp et que le respect, comme l'investissement financier, doit se mériter avec le temps et une véritable connexion. Le point de rupture est atteint lorsque Neye, lassé d'entendre le mot provide toutes les deux phrases, demande à Kayla de descendre de voiture, lui signifiant qu'elle est congédiée. La psychologie de Kayla se révèle alors totalement figée sur l'aspect matériel. Même face à la perspective d'une simple aventure d'un soir, sa première question reste de savoir s'il va payer pour elle. La séquence se termine par une ultime humiliation symbolique. Neye la fait descendre pour un dernier tour sur elle-même afin de vérifier si ça bouge, avant de démarrer en trombe et de la laisser seule sur le trottoir. Il conclut face caméra en dénonçant ces femmes aux attentes démesurées qui veulent qu'on fasse tout pour elles sans rien offrir en retour, verrouillant ainsi son analyse sur l'opportunisme de gold digger qu'il était venu démontrer. Neye aborde Brie, une femme aux cheveux bouclés, et se heurte initialement à un mur de loyauté exemplaire. Le rapport de force est en faveur de Brie lorsqu'elle rejette fermement Neye, affirmant qu'elle a un homme et qu'elle ne cherche même pas d'amis, allant jusqu'à se montrer presque impolie pour couper court à la discussion. La transcription narrative montre que Neye, impressionné, commence même à croire qu'il a enfin trouvé une fille bien et honnête. Cependant, le point de rupture survient dès que Brie découvre la McLaren. Elle fait demi-tour, demande si c'est une location, puis change radicalement de psychologie. L'intention de Neye est de confronter son hypocrisie en lui rappelant sa loyauté de façade sur le trottoir. La réponse de Brie est d'une franchise déconcertante. Elle admet vouloir parler à Neye parce qu'il semble avoir plus d'argent que son compagnon actuel. En l'espace de quelques minutes, sa relation de 3 ans s'évapore symboliquement. Elle affirme n'être plus en couple à cet instant précis et prétend que Neye la rend déjà heureuse rien qu'en lui parlant. La psychologie de Brie révèle une femme prête à sacrifier une stabilité de 3 ans pour l'éclat d'une voiture de sport, justifiant son infidélité émotionnelle par son propre mécontentement. La séquence se termine sur cette tension où Neye souligne qu'elle n'est pas authentique et qu'elle risque de lui faire perdre son temps, tandis que Brie tente de se vendre comme une opportunité à ne pas manquer, transformant son rejet initial en une parade de séduction purement vénale. Neye pousse Brie dans ses derniers retranchements, instaurant un rapport de force où il démonte méthodiquement sa psychologie opportuniste. La transcription narrative expose une Brie qui, après avoir prétexté une loyauté sans faille, avoue désormais que Neye est un bon parti, simplement parce qu'il possède des signes extérieurs de richesse. L'intention de Neye est de souligner l'hypocrisie de son revirement. Alors qu'elle le prenait pour un homme qui cherche à gratter $1 sur le trottoir, elle le considère maintenant comme spécial une fois face à sa McLaren. La psychologie de Brie se révèle être celle d'une manipulatrice de sang-froid lorsqu'elle déclare, à propos de son compagnon de 3 ans, que ce qu'il ne sait pas ne lui fait pas de mal. Le point de rupture est atteint quand elle affirme sans détour que les femmes sont le prix, et qu'un homme doit naturellement pourvoir à ses besoins, provide, tout en admettant qu'elle n'a aucune intention d'apporter une quelconque valeur ajoutée en retour, si ce n'est sa compagnie. Neye, exaspérée par cette mentalité où elle attend tout sans rien offrir, lui signifie clairement qu'elle lui fait perdre son temps. La séquence se termine sur une impasse où Brie tente désespérément de maintenir le contact, alors que Neye a déjà conclu que son intérêt n'était ni sincère, ni mérité, mais purement dicté par l'éclat de son compte en banque. Neye autorise finalement Brie à monter dans sa McLaren, instaurant un rapport de force où il l'invite à s'exposer davantage pour confirmer ses soupçons. La transcription narrative dévoile une Brie de 24 ans, hustlée dans l'industrie de la nuit, qui affiche une psychologie prédatrice assumée. Elle confesse sans complexe qu'elle utilise l'argent de son petit ami actuel pour ses dépenses quotidiennes tout en épargnant son propre salaire. L'intention de Neye est de souligner l'ironie de sa situation.
il la confronte sur sa définition d'une bonne petite amie, alors qu'elle est en train de courtiser un autre homme dans une voiture de luxe. La psychologie de Brie se révèle être celle d'une opportuniste radicale qui considère que « ce qui est à lui est à moi » et que son simple statut de femme fait d'elle le prix à gagner. Le point de rupture est atteint lorsqu'elle déclare ouvertement chercher un homme pour payer ses factures dès la première rencontre, justifiant son intérêt pour Neyer par le fait qu'il semble plus riche que son compagnon actuel. Neyer démonte fermement cette vision en affirmant qu'une jolie femme qui existe ne suffit pas à apporter de la valeur à sa vie et qu'il n'est pas un distributeur automatique. La séquence se termine sur un désaccord idéologique total concernant le concept du 50-50e dans le couple, Brie rejetant catégoriquement toute forme d'égalité financière, confirmant ainsi qu'elle ne cherche qu'un nouveau sponsor pour son train de vie. Neyer met un terme brutal à son échange avec Brie, instaurant un rapport de force où il dénonce sans détour la toxicité de sa vision du couple. La transcription narrative révèle le visage le plus sombre de la psychologie de Brie. Après 3 ans de vie commune, elle affirme qu'elle quitterait son compagnon instantanément s'il ne pouvait plus payer les factures, déclarant froidement que ses difficultés financières ne seraient pas son problème. L'intention de Neyer est de démontrer que Brie n'éprouve aucun amour réel, mais qu'elle est engagée dans un parasitisme financier pur, où l'homme est jetable dès qu'il perd sa fonction de pourvoyeur. Le point de rupture est atteint lorsque Neyer refuse catégoriquement d'envisager une relation sérieuse avec elle, lui proposant avec mépris une aventure d'un soir, comme seule option, car elle ne dégage aucune valeur pour une vie commune. Brie s'en offusque, niant être une michetonneuse, gold digger, tout en confirmant que la fin de l'argent signifierait la fin de son intérêt. La séquence se termine par un départ cinglant. Neyer la fait sortir de son véhicule et s'adresse directement à sa caméra pour lancer un avertissement solennel. Il exhorte l'homme qui partage la vie de Brie depuis 3 ans à la quitter immédiatement, s'il voit cette vidéo, soulignant l'effrayante facilité avec laquelle elle a trahi pour l'éclat du McLaren. Abonne-toi. Neyer aborde une jeune femme vêtue de gris en utilisant un prétexte banal. Il fait semblant d'avoir son téléphone déchargé et lui demande de chercher le Chick-fil-A le plus proche sur son GPS. Le rapport de force initial est en faveur de l'inconnu qui rejette sa demande avec une froideur totale, affirmant qu'elle doit continuer sa route et refusant d'accorder ne serait-ce que quelques secondes pour aider un étranger en difficulté. La transcription narrative souligne une psychologie de désintérêt social complet, jusqu'au point de rupture habituel, la vue de la Lamborghini. L'intention de Neyer est de piéger l'opportunisme de cette femme qui, après avoir refusé son aide, revient soudainement vers la voiture avec le sourire, prétendant avoir trouvé l'adresse à $2000. La psychologie de l'inconnu bascule dans une curiosité teintée de jugement matériel. Elle s'étonne qu'un homme en lambeaux veuille manger dans un fast-food, révélant qu'elle associe immédiatement le prestige du véhicule à un certain standing de vie. Neyer, lucide, adopte alors une posture de confrontation directe, refusant de valider ce revirement qu'il qualifie de mensonge, cap. Il lui reproche son manque de sincérité, soulignant que s'il était resté à pied, elle ne se serait jamais arrêtée pour lui donner l'information. La séquence se termine sur une tension palpable où Neyer rend l'énergie qu'il a reçue. Il se montre hostile et agressif en réponse à son mépris initial, tandis que la jeune femme tente maladroitement de passer pour la personne gentille qui a rendu service, espérant désamorcer la situation pour rester près du véhicule de luxe. Neyer poursuit son interaction avec Tori, instaurant un rapport de force où il feint de baisser la garde pour mieux exposer la psychologie de la jeune femme. La transcription narrative souligne l'ironie de la situation. Tori, qui prétendait être pressée par une réunion lorsqu'elle était sur le trottoir, trouve soudainement tout le temps nécessaire pour discuter et même monter dans la Lamborghini. L'intention de Neyer est de l'amener à révéler ses véritables motivations en l'interrogeant sur ses rêves de voyage et son mode de vie. La psychologie de Tori se dévoile comme étant celle d'une femme en quête d'évasion et de luxe. Bien qu'elle travaille dans la vente de produits technologiques, ses ambitions se tournent vers les voyages, cancans et les expériences coûteuses. Le point de rupture idéologique se précise lorsque Neyer l'interroge sur son type d'homme. La réponse de Tori est sans équivoque. Elle cherche des hommes qui aiment les voyages, les dîners raffinés et surtout les shopping sprays, virés shopping effréné. Cette déclaration confirme les soupçons initiaux de Neyer. L'intérêt de Tori n'est pas né d'une connexion humaine, mais d'une projection matérielle activée par le standing du véhicule. Neyer achève son face-à-face avec Tori dans un climat de tension idéologique totale, instaurant un rapport de force où il refuse de valider la passivité qu'elle revendique. La transcription narrative expose une Tori qui, sans aucune gêne, affirme que sa seule contribution à une relation est sa personnalité et son existence, rejetant l'idée de cuisiner, de nettoyer ou d'apporter une quelconque valeur ajoutée au foyer. La psychologie de Tori se révèle être celle d'une opportuniste qui voit l'homme comme un fournisseur exclusif, alpha mâle, dont le rôle est de financer ses envies sans rien attendre en retour. L'intention de Neyer est de briser ce sentiment d'impunité. Il la qualifie ouvertement de sangsue et de michetonneuse, gold digger, soulignant que n'importe quelle femme peut occuper de l'espace dans son siège, mais que peu mérite l'investissement qu'elle exige. Le point de rupture est atteint lorsque Tori tente de justifier son manque d'implication par son statut de femme,
Ce à quoi Neye répond en les conduisant froidement, affirmant qu'elle a gâché des minutes de sa vie. La séquence se termine par une éviction sans appel. Neye la force à quitter son véhicule alors qu'elle tente désespérément de poursuivre le débat pour sauver son image. Une fois seul, il s'adresse à sa caméra pour exprimer sa stupéfaction face à de telles attentes, concluant que la beauté ne saurait justifier une absence totale de contribution humaine et matérielle. Neye repère une femme en short camouflage et tente de l'aborder avec courtoisie, mais il se heurte à une indifférence totale. Le rapport de force initial est en faveur de l'inconnu. Elle refuse de donner son nom, continue de marcher sans ralentir et finit par sortir l'excuse classique du « téléphone éteint » ou « seulement sur Wi-Fi » pour ne pas échanger ses coordonnées. La transcription narrative souligne une psychologie de rejet pur, où Neye est traité comme un simple perturbateur de rue. Cependant, le point de rupture survient dès que Neye rejoint sa voiture de luxe. Le changement de comportement est immédiat. La jeune femme fait volte-face et revient vers lui avec un sourire, s'excusant d'avoir été impolie. L'intention de Neye est alors de la placer face à ses propres contradictions. Elle tente de justifier son comportement initial en affirmant qu'elle n'aime pas le catcalling, le harcèlement de rue, mais Neye ne se laisse pas attendrir par cette excuse. Il refuse le nouveau départ qu'elle propose, soulignant que la première impression est cruciale et que son revirement est suspect. La psychologie de l'inconnu bascule dans une insistance presque désespérée. Elle veut absolument donner son nom et recommencer à zéro, tandis que Neye savoure son pouvoir en lui signifiant qu'elle a déjà gâché sa chance. La séquence se termine sur cette joute verbale où Neye rejette ses excuses, convaincu que son intérêt n'est pas né d'une connexion humaine, mais de l'éclat de la carrosserie. Neye continue de mettre Asia, la femme au short camouflage, face à ses contradictions, instaurant un rapport de force où il refuse de valider ses excuses. La transcription narrative montre une Asia qui tente désespérément de réécrire le passé. Elle prétend avoir essayé de l'arrêter avant qu'il ne monte dans sa voiture, prétextant être naturellement distante, standoffish, au premier abord. L'intention de Neye est de démonter ce mensonge flagrant, soulignant que s'il était resté à pied, elle ne lui aurait jamais accordé une seconde de son temps. La psychologie d'Asia bascule dans une tentative de séduction rationnelle. Elle admet que la voiture est belle, mais nie que ce soit sa motivation, tout en demandant immédiatement à Neye ce qu'il peut faire pour elle. Ce glissement vers une mentalité transactionnelle confirme les soupçons de Neye. Le point de rupture est atteint quand il refuse d'entrer dans son jeu, affirmant qu'il ne lui doit rien puisqu'il ne la connaît pas. La séquence se termine sur une présentation superficielle. Elle s'appelle Asia et vient de Californie, mais le fossé de méfiance reste béant. Neye est convaincue qu'elle ne cherche qu'à tirer profit de son statut social, tandis qu'Asia essaie de maintenir l'illusion d'un intérêt sincère qui n'est apparu qu'au moment où les portières se sont ouvertes. Neye poursuit son échange avec Asia, instaurant un rapport de force où il alterne entre la séduction et la mise à l'épreuve de sa psychologie. La transcription narrative montre qu'Asia, désormais installée dans le confort climatisé de la voiture de luxe, se montre beaucoup plus loquace. Elle révèle être célibataire depuis 3 ans, avec quelques situations entre-temps, et travailler dans le secteur bancaire. L'intention de Neye est de découvrir si elle possède une ambition réelle ou si elle cherche simplement un raccourci financier. Asia confie vouloir ouvrir sa propre boutique et investir dans des distributeurs automatiques, bien qu'elle admette ne pas encore travailler activement sur ses projets. La psychologie d'Asia semble s'adoucir au fur et à mesure de la conversation. Elle propose d'aller prendre un verre de vin au Joy Uptown, un endroit qu'elle affectionne, tentant ainsi d'ancrer la relation dans le monde réel et social. Cependant, le point de rupture initial, son refus de lui parler lorsqu'il était à pied, plane toujours sur l'échange. Asia projette une image de femme active qui veut se poser et réussir, tandis que Neye continue d'évaluer si cette soudaine gentillesse est le fruit d'une connexion sincère ou de l'attrait irrésistible du cuir des sièges de sa voiture. Neye approfondit sa discussion avec Asia, instaurant un rapport de force où il explore sa vision du rôle de la femme dans un couple de haut standing. La transcription narrative révèle une Asia qui, bien qu'elle admire l'atmosphère de Houston pour les opportunités financières qu'elle offre, possède une psychologie très arrêtée. Elle recherche des boss, hommes d'affaires prospères, capables de subvenir à ses besoins. L'intention de Neye est de la confronter sur la réciprocité de cet engagement. Il l'interroge sur ce qu'elle apporte à la table en échange d'un partenaire qui paie toutes les factures. La psychologie d'Asia se dévoile comme étant sélectivement traditionnelle. Elle accepte l'idée que l'homme soit le provideur, mais refuse l'obligation de cuisiner, affirmant qu'elle ne le fera que si elle en a envie. Le point de rupture idéologique survient lorsque Neye compare le paiement des factures à la préparation des repas. Il souligne que si l'homme doit travailler même quand il est fatigué pour payer le loyer, la femme devrait faire de même pour nourrir le foyer. Asia tente de détourner la conversation en proposant un soutien émotionnel, mots doux, câlins, comme monnaie d'échange. Mais Neye reste pragmatique, affirmant qu'un câlin ne remplace pas un repas fait maison après une longue journée de travail. La séquence se termine sur cette impasse. Asia prétend pouvoir prendre soin de lui autrement, tandis que Neye insiste sur le fait que son refus de cuisiner montre un manque de volonté d'ajouter une valeur concrète à la vie d'un homme qui assure déjà toute la sécurité financière.
Neye met un terme définitif à sa rencontre avec Asia, instaurant un rapport de force où il dénonce avec amertume l'absence totale de solidarité féminine dans le couple moderne. La transcription narrative révèle une Asia qui pousse la psychologie de la michetonneuse, gold digger, à son paroxysme. Non seulement elle exige qu'un homme paie toutes ses factures et finance le lancement de son entreprise, mais elle admet qu'elle serait en colère si elle devait aider son propre mari à payer une facture, même en cas de coup dur. L'intention de Neye est de prouver que cette mentalité n'est pas de l'amour, mais du parasitisme. Il la confronte au fait qu'elle veut gagner sans que son partenaire puisse jamais compter sur elle. Le point de rupture est atteint lorsque Neye, exaspéré par ses tentatives de manipulation, « Pourquoi ne voudrais-tu pas me voir gagner ?», lui demande de sortir de sa voiture. La psychologie d'Asia se durcit alors. Elle refuse de descendre, prétextant qu'elle n'est pas une gold digger, tout en confirmant par ses paroles qu'elle ne resterait pas avec un homme qui ne pourrait plus subvenir à ses besoins. La séquence se termine par une expulsion tendue. Neye les conduit froidement, soulignant qu'elle n'est pas sa vibration, vibe, avant de conclure face caméra que ces femmes ne sont pas réellement avec vous, mais seulement avec votre argent. Abonne-toi.